Bonjour et bienvenue dans cette émission du mercredi 24 mai où nous allons revenir sur la question du totalitarisme et des comparaisons avec l'Holocauste. Avec une bonne nouvelle pour commencer, le professeur Sucharit Bhakti, un très éminent immunologue, virologue et microbiologue allemand d'origine thaïlandaise, vient d'être innocenté par le tribunal devant lequel il avait été traîné et acclamé par les porteurs de la mémoire de l'Holocauste. De quoi s'agit-il ? Sucharit Bhakti, qui est vraiment une référence scientifique dans son domaine, auteur de plusieurs découvertes et plus de 380 publications, a pris la parole publiquement depuis les débuts de la pseudo-pandémie pour alerter sur la gravité de la dérive en cours. Et les propos qui lui étaient reprochés sont les suivants. C'est un plan parfaitement ficelé, c'est effrayant. L'élite mondiale a déjà réussi à injecter plus d'1 milliard de doses d'une substance modifiée génétiquement à des humains qui n'en ont pas conscience. C'est terrible de voir ma propre passion, l'immunologie, utilisée à des fins incroyablement maléfiques. Tout ce que je sais, c'est que si nous échouons, il ne nous reste qu'une toute petite chance d'échapper à une catastrophe imminente, comparant ce qui est en cours à un second holocauste. Et c'est à ce titre-là qu'il était poursuivi devant la justice allemande pour, en quelque sorte, outrage à la mémoire de l'Holocauste. Le professeur Bhakti a été très proche de Mike Yeadon, l'ancien vice-président de Pfizer et directeur de la recherche de Pfizer, qui lui aussi alerte autant qu'il peut en nous disant des choses qu'il vaut peut-être la peine d'entendre. 2 citations du docteur Mike Yeadon. La première: quand les Nations Unies, Bill Gates et Klaus Schwab vous disent très clairement que vous ne voyagerez plus, que vous n'aurez plus de véhicules individuels, que vous ne posséderez plus rien et que vous serez heureux, que vous ne vivrez probablement plus dans votre propre maison, que vous utiliserez pratiquement plus d'énergie, y compris pour vous chauffer, qu'il y aura moins de biens de consommation, etc., quand ils vous disent cela, vous devez partir du principe qu'ils sont sérieux. C'est une des caractéristiques principales de l'opération à laquelle nous sommes confrontés, c'est que ça n'est pas un complot, tout est dit ouvertement. Mais avec des officines de propagande, comme celle de M. Reichstadt financée par M. de Rothschild, pour dire que quand on remarque qu'on a entendu et qu'on le répète, se faire accuser d'être complotiste. Et Mike Yeadon, lui aussi, a déclaré publiquement « Nous sommes au milieu du plus grand crime de toute l'histoire, c'est un crime global », avec comme intention de contrôler, de retirer leur liberté à tout un chacun, et ce qui implique de tuer des millions et des millions de personnes, si ce n'est des milliards, cela a été planifié longtemps à l'avance. Et donc, Dr Bhakti était soutenu par des survivants de l'Holocauste, qui disaient « mais il alerte » sur la répétition d'un schéma qui évidemment n'est pas le même dans ses détails, mais qui sur le fond est parfaitement comparable, et donc le tribunal a acquitté le docteur Bhakti, et comme le relève Senta Depuit, journaliste qui a écrit un petit article à ce sujet, interrogé à la sortie du procès, le professeur Bhakti a fait une nouvelle déclaration déconcertante dans son mode bouddhiste habituel. « Je crois que j'étais la personne la plus détendue dans la salle aujourd'hui, que l'on m'accuse de haine, d'incitation à la violence ou d'antisémitisme, ce sont des choses qui me sont tellement étrangères que tout cela ne m'affecte aucunement. » Autre décision de justice extrêmement intéressante dans une affaire qui n'a rien à voir a priori, mais qui évalue le contexte. Un juge de la Cour suprême américain, le juge Gorsuch, a en fait établi une évaluation des mesures Covid, le confinement, les mandats, les obligations vaccinales, etc., en disant qu'il s'était agi des plus grandes atteintes jamais commises dans l'histoire de la nation contre les libertés civiles. Et je rappelle que, face à une épidémie de cette nature, il convenait de ne rien faire de contraignant, soigner les gens, stimuler le système immunitaire, et la Suède, qui n'a jamais imposé de confinement, de fermeture, de couvre-feu, de passe, d'obligation, de masque, a les meilleurs résultats de toute l'Europe. Donc tout le reste
qu'on nous a imposé soi-disant parce que c'était incontournable, dans les faits était un abus d'autorité basé sur absolument aucun élément probant. Alors la raison pour laquelle je vous parle de ceci, c'est parce que Vera Sharaf, une survivante de l'Holocauste et une grande militante des droits humains, notamment contre toute contrainte de soins, et elle, j'ai envie de dire que son principal objet de militance, c'est le respect inconditionnel du consentement libre et éclairé du patient. Il faut savoir que la médecine nazie avait commis des horreurs et que les procès de Nuremberg et le code qui en avait été énoncé, qui après s'est traduit dans des législations, des conventions internationales qui sont censées être contraignantes, interdisent toute expérimentation médicale sur la population et a fortiori qu'elle soit imposée sur des gens. Et donc Vera Sharaf vient de produire une série de documentaires que je vous recommande très très chaleureusement et dont je vous présenterai la bande-annonce à la fin de cette émission. Avec un certain nombre de personnalités qui ont quelque chose à dire et l'ont dit, elle passe en revue le fait que, après chaque grave dérive totalitaire, on dit plus jamais ça, mais que on ne crée pas les conditions qui empêcheraient la répétition et que ce qui nous arrive a bien sûr une très désagréable impression de déjà-vu. Dans cette ambivalence où beaucoup de personnes disent « mais vous ne pouvez pas comparer ça à l'Holocauste », et à ce stade c'est encore relativement vrai, mais les processus et les mécanismes qui ont été utilisés pour aliéner la population, la monter contre des opposants et faire croire que des mesures coercitives, attentatoires à toutes les libertés étaient nécessaires, sont exactement isomorphes, comme l'on dit en sciences humaines et sociales et en psychologie, de ce qui avait utilisé sous le nazisme. Le deuxième épisode traite de la question « Quiconque veut déclencher une guerre doit mentir ». Nous avons, moi et d'innombrables collègues, mis en lumière les innombrables mensonges proférés par tous les tenants de la doxa et les petits chiens de garde et les capots, comme M. Reichstadt, M. Mendès France, M. Pain, M. Enthoven, qui sont sans cesse montés au créneau, financés par des gens comme Emmanuel Macron et David de Rothschild, pour empêcher que la réalité du mensonge soit reconnue. Et puis le troisième épisode, lever le voile sur les vrais conspirateurs. Évidemment qu'il y a une conspiration, il y en a en permanence dans l'univers politique, militaire et géopolitique, mais celle-là a de nouveau de particulier qu'en fait, elle est relativement obvie, c'est-à-dire que les personnes concernées disent ce qu'elles ont l'intention de faire. Et voici ce que Vera Sharaf dit de l'intention qui l'a motivée. Aucune personne saine d'esprit, souligne-t-elle, ne suggérerait que l'Holocauste était une erreur honnête. Malgré cela, non seulement nous avons encore des millions de personnes qui suivent et même soutiennent la fraude et les abus de ces 3 dernières années, mais nous avons aussi des millions de personnes qui ne sont pas capables de voir les similitudes évidentes entre les tactiques et les abus de l'époque nazie et ceux d'aujourd'hui. J'ai réalisé cette série pour y remédier. Donc, cette série est disponible en ligne sur le site plusjamaitça en un mot.eu et je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de ces documentaires, c'est absolument fondamental et ça rend une nouvelle fois infiniment choquant que des personnes, au nom de la protection de la mémoire de la Shoah, couvrent et occultent la répétition isomorphe de ce qui a finalement débouché sur la Shoah. Il n'y a qu'en étant très conscient et lucide quant à ces réalités que nous aurons une chance d'y échapper. C'est l'effort collectif que nous devons faire maintenant. Faites circuler cette information, relayez ces documentaires vers les personnes, même sceptiques, indécises, qui disent non quand même, ils ont eu leur raison, ils ont fait de leur mieux. Écoute, prends le temps juste d'écouter ce qu'ont à dire les personnes qui ont déjà vécu ça, et qui trouvent que nous sommes en train de revivre exactement la même chose. Est-ce que tu es d'accord juste d'en prendre connaissance pendant quelques dizaines de minutes? Si après tu ne changes pas d'avis, ma foi, c'est très bien, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais essaye quand même d'écouter. Car il y a eu une hypnose collective, une emprise, une dérive sectaire qui a été soigneusement instrumentalisée, et il est de notre devoir non seulement de lutter contre elle, mais de faire tout ce que nous pouvons pour aider des personnes qui n'ont pas encore pris conscience
de ce qu'il est advenu de finalement le faire. Je vous laisse avec cette bande-annonce et vous dis à demain. Those who are responsible for the pandemic have used two of the weapons that the Nazis used, which was fear and propaganda. Propaganda feeds the fear, foments it, hardens it. At that time, the fear was against Jews who were accused of being spreaders of infectious disease. The thing that I realized and was horrified by was that medicine under the Nazis had been totally taken over by government. And so I realized that panic was being fomented so that people would lose confidence in their ability to discern things. And so the best way is listen to public health officials, the experts. The thing that'll get us back to the world that we had before coronavirus is the vaccine and getting that out to all 7 billion people. Bill Gates assumes the mantle of one who has authority in the medical public health field. There has never been a public health. The only health that ever existed is the individual's health. Every single medical procedure or medical practice needs to be considered with regards to how does it affect this individual patient? Is it necessary? Why did all of you cooperate? And here's the interesting answer. The Nazis never presented themselves as negative, destructive people. They presented themselves as a party who is trying actually to make things better. And that's what they taught people. When you were taken to a ghetto, it was for your own protection. When you were taken to a camp, you were told, we have work for you there, and food, and shelter. We want to help you. My grandfather, who was in the French army, he got into camps, and he always feared after that normal doctors. He saw them doing all kinds of experiments on people, entering the barracks with huge syringes and things like that. There were people sent in Australia to camps. They didn't kill them there, but the process that we're going through is part of what they were doing to them. Most people just think, well, we need to do what the government says, and they want what is good for us, and they trust them, and they think that's the way it is. It's so scary that you can understand what happened there, that it happens again. It's a deja vu, you know, I feel exactly, people tell us what to do now. People are telling us how to do, how to go, what to shop. We went like sheep in the Second World War. It's happening now all over the world with this COVID. I'm against people who are telling me what to do with my body because it's a lie. It's a big lie. When people are so blind, It's a race between enslavement and expansion of global human consciousness. Because there are many more of us. I'm advocating for nonviolent civil disobedience and absolute rejection of all these mandates. Resist.